Résilience, définition. Capacité à surmonter des chocs traumatiques. Ces chocs, on peut toutes et tous être amenés à en vivre à un moment donné. Certains ont connu des épreuves qui ont donné à leur vie un nouvel élan. Des hommes et des femmes, des résilients. Ici, nous allons vous raconter leurs histoires. Vous venez d'entrer chez Page le podcast, l'espace qui fait parler les vraies histoires de résilience. Il était une fois Paige, jeune femme perdue dans une forêt semée d'embûches. Elle y trouve des pages et chaque page correspond à une nouvelle histoire. Mais pour autant, parviendra-t-elle à s'échapper de cette forêt de la résilience ? Paige se tient là sur un tronc d'arbre. Elle aimerait continuer d'avancer, mais franchement, elle ne se sent pas encore prête à repartir. Elle se souvient de l'histoire de Camille, vous savez, celle sur le bore-out, et cette résilience qu'elle a eue face à cette épreuve. Eh bien, l'histoire de Camille rappelle à Paige une période de sa propre vie où elle vivait avec sa tante. Une tante charmante au demeurant qui a eu la bonté de la recueillir, elle et son frère. Elle était vraiment adorable avec eux, elle les couvrait de gâteaux et d'attention, mais il manquait quelque chose à Paige. En fait, c'est sa mère qui lui manquait. Elle lui manquait énormément et toute l'attitude et l'amour de cette tante ne suffisaient pas à atténuer ce manque. Alors Paige faisait semblant, mais au fond, elle s'ennuyait et elle s'enfermait sur elle-même, jusqu'à perdre tout intérêt de vivre dans le monde qui l'entoure. Paige se reprend, elle se relève et elle continue d'avancer sur le chemin. Elle a repris sa route, mais elle continue de ruminer ses souvenirs sombres. Et puis elle aperçoit que le chemin débouche sur une clairière. Et là, elle ressent un grand vide. Au milieu de cette clairière, elle voit une nouvelle page se profiler. L'histoire de Thibaut et sa dépression. Je m'appelle Thibaut, j'ai 31 ans, je vis sur Bordeaux et je suis né à Bordeaux. J'accompagne aujourd'hui toutes les personnes, tous les humains qui sont en quête d'accomplissement, en quête de performance, donc à atteindre leurs objectifs avec aisance, en libérant leur potentiel, le potentiel qui sommeille en eux. Et cela grâce notamment à tout ce qui est performance mentale, gestion émotionnelle et au biohacking. Donc, je suis passionné de psychologie, je suis passionné par l'humain et j'adore le coaching, en fait, aider, transmettre, impacter des personnes et les accompagner pour qu'ils changent leur vie, qu'ils réalisent leur vie de rêve, en fait, tout simplement. Alors, c'est un terme que j'affectionne tout particulièrement. Moi, j'ai deux définitions et je trouve que ce qui marque le plus, c'est les histoires, les images. Juste pour mettre un tout petit peu de contexte, avant, j'étais ingénieur. Donc, c'est pour ça que j'ai cette première définition du chêne et du roseau, en fait. Pour moi, la résilience, par exemple, la résilience d'un matériau, c'est sa capacité à se déplacer sous une contrainte et ensuite à reprendre sa position, sa forme initiale. Donc c'est exactement l'exemple du roseau qui va se déplacer, il y a une brise, il va bouger, il va se tordre, mais il va revenir en sa position initiale. Alors que le chêne, lui, il va résister, mais au bout d'un moment, avec une certaine tempête, il va se casser. Et la résilience, c'est ça en fait. Et pour nous, en tant qu'individu, c'est notre capacité en fait, à dépasser, à surmonter un choc, un traumatisme. Le premier choc ou premier traumatisme que j'ai vécu, même si je ne l'ai pas vécu, je ne l'ai pas processé, en fait, c'est j'ai perdu mon père alors que j'avais même pas 2 ans, en fait. Il s'est suicidé. Donc ça a été des circonstances assez compliquées. Il y a eu une grosse dispute avec ma mère. Ils se sont battus. Il y a eu des violences. C'est allé très loin. Elle a failli y passer. Et donc j'ai perdu mon père vraiment petit. Et il y a eu après derrière des guerres de famille, des histoires certaines qui ne sont toujours pas réglées. Où ma mère est une assassin, etc., etc. Donc je me suis construit avec ce socle en fait, avec des familles qui se détestent et on me dit ta mère est une assassin, ce genre de choses. Sauf qu'en fait moi je l'ai pas vécu tout ça. Je l'ai complètement enfoui très loin et je me suis construit, je me suis protégé comme ça en fait en faisant ma vie, en refoulant certaines émotions, en refoulant beaucoup de choses et en enterrant beaucoup de choses très très profondément. Et je me suis construit petit à petit
petit à petit comme ça. Donc bien sûr, hein, plein de problèmes, manque de reconnaissance, beaucoup de stress, manque de confiance en soi, blessure de l'abandon, enfin voilà, plein de choses et j'en passe. Et une vingtaine d'années après, j'ai perdu plusieurs membres de ma famille de façon très brutale, un crash d'avion en fait. Et ça, bien sûr, ça a tout ramené en fait, parce que j'avais pas fait le deuil de mon père, voilà, il y a plusieurs étapes dans le deuil, et je n'avais pas processé tout ça, j'étais encore bloqué en fait. Et ces autres pertes en fait ont tout ramené d'un coup. Ça a tout fait ressurgir, donc j'ai toutes les émotions qui sont arrivées d'un coup et tout a explosé, toutes ces choses que je n'avais pas, toutes ces émotions que je n'avais pas ressenties, toutes ces sensations que je n'avais pas eues, et tout est revenu d'un coup et je me suis pris en pleine face. D'abord j'ai fait bien sûr une période de déni, une grosse période de déni où j'étais complètement paumé, et ensuite tout est revenu et c'est là où j'ai fait une très 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 grosse dépression pendant plusieurs années où j'étais vraiment au fond du seau et je savais pas du tout comment le gérer, c'était beaucoup trop d'un coup, je savais pas du tout quoi en faire ni comment faire, j'avais à l'époque aucune connaissance justement sur tout ce qui est psychologie, émotion, gestion de ses émotions, comment les exprimer, j'y connaissais rien en fait à l'époque et ça m'a totalement submergé et ça a été une période assez compliquée. Alors au début, j'ai eu une période pendant 1 an où ça a été le déni total. Vraiment, je savais pas ce qui se passait, je savais pas ce que je ressentais, j'étais dans le flou. J'étais vraiment quelqu'un de complètement perdu. À cette époque-là, c'était assez hallucinant. Je savais pas ce que je voulais, je savais pas ce que je faisais, je savais pas ce que je ressentais. J'avançais au gré j'étais porté en fait. Donc ça a été assez bizarre. Et ensuite, cette période correspondait en fait à l'entrée de ma vie active, de mon premier boulot donc en tant qu'ingénieur. Donc j'ai bossé non-stop. Et en fait, ça m'a permis, je pense, d'être focus sur un truc et de pas faire attention, entre guillemets, à tout ce que je vivais là. Sauf qu'au bout d'un moment, au bout d'1 an où j'ai travaillé quand même, j'ai pas mal travaillé, je suis parti en vacances. Je suis parti pendant 4 semaines en vacances avec des amis au Costa Rica. Et là, c'est là où, en fait, c'est un peu quand on se pose enfin, on arrête de bosser et tout arrive en fait. Et c'est là où boum, je me suis pris une espèce de tarte et c'est là où la vraie dépression au final a commencé. Et ça a été très compliqué parce que en fait, la dépression, moi je vois ça comme c'est un système de défense en fait, c'est un système de protection qui m'a été nécessaire, ou en tout cas c'est la voie que j'ai pris pour survivre pendant une période. Ce qui a été vraiment difficile, c'est que pendant une période, je ne ressentais plus rien. C'est-à-dire que j'ai vécu, je pense, avec des émotions tellement fortes, donc avec ces traumatismes, que mon corps a fait, c'est trop, c'est too much, on se coupe. Et en fait, j'ai été coupé de mon plan émotionnel. Donc, c'est-à-dire que je ne ressentais plus aucune émotion, plus aucun désir, plus aucune envie. J'avais plus goût à rien. Et il y a un artiste que j'aime beaucoup d'ailleurs, Scylla, pour ceux qui connaissent, qui disent que le pire que la mort, c'est d'être insensible. Parce qu'en fait, continuer à vivre alors qu'il y a vraiment plus rien qui nous donne envie, c'est quand même assez compliqué. Notre vie a plus de sens en fait. Et ça peut être plus aucune motivation, plus aucun goût, plus aucune envie. Que ça soit, je sais pas, des choses simples, nos passions, ou de la bouffe, ou une attirance pour une autre personne. Enfin, il y a vraiment plus rien. Et donc, là, ça a été un peu compliqué de continuer en fait. Parce que pendant 2 ans, j'ai eu cette période où j'étais là, à quoi ça sert quoi? Parce que je ressens vraiment plus rien. Et alors, je suis pas vraiment passé à l'acte, mais j'ai eu ce qu'on appelle des épisodes de mise en danger. C'est-à-dire que, alors c'est très stupide, très très stupide, mais à ce boulot, je bougeais beaucoup en voiture. Enfin, j'allais voir des clients sur toute la Nouvelle-Aquitaine, donc c'est presque un quart de la France. Et voilà, j'avais des jeux très intelligents où pendant 10 secondes sur l'autoroute, je fermais les yeux. Donc voilà, très très intelligent. Ou le week-end, parce qu'il y avait beaucoup d'alcool le week-end à cette période, où je rentrais, je marchais sur la route sans regarder au feu, au croisement, ou je marchais sur la route en plein milieu alors qu'il faisait nuit. Enfin bon, voilà, quelques mises en danger. Donc j'ai pas vraiment fait l'acte, mais quelques mises en danger pendant 2-3 mois, une période assez compliquée. Ouais. Alors je pense que dans ce malheur entre guillemets, j'ai eu de la chance parce que juste avant,
j'ai eu, je ne sais trop pourquoi, l'envie, alors je suis pas du tout sportif à la base, mais j'ai eu l'envie de me mettre au sport, et plus particulièrement à la musculation. En fait, j'avais aucune condition physique, je faisais 20 kilos de moins avant, donc j'étais vraiment une crevette. Et voilà, je courais 30 secondes pour attraper le tram ou pour je ne sais quoi, je crachais mes poumons, j'en pouvais plus. Je portais un truc lourd, j'en pouvais plus. Et je commençais à ne plus trop accepter cette condition, et voilà, je m'appréciais pas vraiment physiquement, donc je me suis dit, bah voilà, je vais me mettre au sport, mais c'était juste comme ça pour être un peu mieux, quoi. Et en fait, c'est devenu, je suis tombé dans au moment donc de ce traumatisme, de la dépression, je suis tombé dans le côté addictif, et ça a été mon premier remède en fait, le sport. Ça a vraiment été mon premier remède, et plus particulièrement la musculation, parce que j'ai très vite arrêté tout ce qui est cardio et cours collectifs, parce que je faisais un peu tout au début en mode voilà, je découvre, c'est sympa, c'est cool et tout. J'ai arrêté tout ça et je me suis concentré à 100% sur la musculation. Et bien sûr que, enfin, le côté sécrétion d'endorphines, neurotransmetteurs, dopamine, etc. Voilà, c'est réel, hein. Donc ça me faisait beaucoup de bien. En plus de ça, ça me permettait de dormir, parce que moi je pratiquais jusqu'à l'épuisement, parce que sinon je n'arrivais pas à dormir, je faisais des insomnies sur insomnie. Donc ça me permettait de dormir, et c'était presque le seul, vu que je ressentais aucune émotion, je ressentais rien, je ressentais pas de joie, même pas de tristesse, je ressentais rien. J'avais des sensations physiques. Parce que les courbatures, les muscles, la congestion, pour ceux qui connaissent, enfin bref, j'avais des sensations. Et c'était la seule chose qui me faisait ressentir, en fait, dans ma vie. Donc ça a vraiment été mon premier pilier, en fait. La musculation, c'est ce qui m'a vraiment aidé. Après, l'entourage, ça n'a pas été c'est venu, bien sûr, parce que c'est hyper important, mais ça n'a pas été le deuxième point, je dirais qu'en fait, ça a été je dirais la connaissance, en fait. J'ai commencé à m'intéresser à la psychologie, j'ai commencé à m'intéresser au cerveau, à lire beaucoup de choses sur la dépression, sur les émotions, sur comment fonctionner, en fait, sur l'humain. Parce que j'ai ce besoin, moi je suis très comme ça, de comprendre, en fait, de savoir ce qui m'arrive. Et j'ai besoin de savoir comment les choses fonctionnent, en fait. Donc j'ai commencé à lire, à me former, à beaucoup lire, en fait. Beaucoup lire, écouter des TEDx, regarder des vidéos YouTube, enfin voilà, j'ai eu cette période, en fait, de binge-watching, un peu de contenu là-dessus, où je passais mon temps à regarder beaucoup de trucs de dépressifs, hein, clairement, mais sur la dépression, sur le fonctionnement du cerveau, des émotions, et ça m'a beaucoup aidé. Et après, oui, je dirais que ce qui m'a vraiment sauvé au final, ça a été quand j'ai recommencé à m'ouvrir, parce que je m'étais coupé tout le monde, c'est-à-dire que j'avais coupé tous les liens avec ma famille, avec mes amis, j'avais gardé peut-être 2, 3, 4 amis proches, mais j'avais coupé tout avec tout le monde. C'est dur de tenir des relations quand on ressent plus rien. Quand personne nous manque. Ma famille, ça a duré 4 ans à peu près, et certains amis, il y a des personnes bien sûr que j'ai perdues durant ce trajet, ce parcours de vie. Parce que quand tu donnes pas de nouvelles pendant 2-3 ans, bon, faut pas s'étonner. Mais oui, ça a duré, certains amis 2, 3, 4 ans, et ma famille, ouais, je dirais 4 ans à peu près. Ça dépend, il y a des personnes qui j'ai repris contact plus tôt, et d'autres, c'est toujours compliqué. Le troisième pilier, ça a été où en fait j'ai appelé à l'aide, en fait, tout simplement. C'était, je pense que moi je suis capable d'aller très très loin, en fait, avant de demander de l'aide. Je suis pas quelqu'un qui te demande de l'aide. J'ai un peu ce côté là tout le temps poussé à l'extrême de vouloir tout faire tout seul. Et sauf que il y a un moment où ça a été extrêmement compliqué. Enfin, je me rappelle de 2 moments. Donc il y a une fois où j'ai envoyé un texto à une amie lui disant que là, c'était extrêmement compliqué, que j'avais besoin d'aide. Donc ça a été le premier pas, ça a été en fait le pas où je me suis rouvert à mes amis, je leur ai expliqué ce qui se passait, et que j'étais très mal, et que ça allait pas, etc. Et quelques mois après, il y a eu l'appel à l'aide à ma mère, en fait, où voilà, je l'ai appelé. Je me rappelle, j'étais dans une forêt en train de marcher, je sais pas ce que je foutais, enfin c'était n'importe quoi. Et je l'ai appelée, et en fait, elle est psychanalyste, donc elle m'a donné des contacts, et là j'ai commencé aussi j'ai appelé des psys, et j'ai commencé une thérapie à ce moment-là, et ça aussi, ça a pu m'aider. Que je commençais je dormais plus, c'était n'importe quoi, je m'alimentais, des fois je m'alimentais pas, des fois je m'alimentais n'importe comment, je me mettais en danger. En fait, maintenant je le considère comme presque comme une chance. Alors c'est très bizarre, on dit comme ça, je pense, mais ça a complètement changé ma vie. Et avant, voilà, j'étais ingénieur, mais plus par procuration qu'autre chose, parce que mon père l'était, en fait, et voilà, il s'est suicidé, donc manque de reconnaissance, blablabla, je suis la voix du père, etc. Sauf que c'était un boulot qui me plaisait
pas vraiment, qui était pas aligné avec mes valeurs, je me sentais pas libre, je me sentais pas épanoui. C'était une période où j'avais pas confiance en moi, physiquement je m'aimais pas. Enfin bref, au final j'aimais pas ma vie en fait. Clairement, faut le dire, j'aimais pas ma vie. Et cette épreuve, ces épreuves, en fait, font de moi ce que je suis aujourd'hui. Et j'estime avoir énormément de chance de vivre la vie que j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire que je fais un métier qui me passionne, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, j'accompagne des personnes, je fais du coaching, je les aide en fait à vivre. En fait, je transmets ce que j'ai vécu. C'est-à-dire que j'aide les personnes à vraiment réveiller le potentiel qu'elles ont en elles et vraiment se déployer vraiment. C'est vraiment ça, je transmets en fait un petit peu ce que j'ai appris et ce que j'ai vécu. Alors, forcément, j'accompagne pas des personnes qui font une dépression à aller mieux, c'est pas ça l'idée, mais vraiment à oser, à voir grand et à réaliser vraiment la vie qu'ils veulent en fait. Parce qu'on a tous un énorme potentiel en nous et on est très nombreux à se limiter, à vivre une vie par procuration de la société ou avoir plein de croyances limitantes et un petit peu à passer à côté de beaucoup de choses. Sans avoir vécu ces épreuves, je pense que je serais resté dans l'ingénierie, enfin dans mon salariat bien plus longtemps. Et que dans cette vie, du coup, j'étais pas épanoui. Et j'aurais eu ce malaise au final un peu plus... Enfin, pas vraiment de malaise, mais ce décalage bien plus longtemps. Et je pense que j'aurais pas trouvé vraiment ma voie, en fait, vraiment trouvé ce que j'aime. Même si au final, ça se trouve, j'aurais aimé cette vie. Parce que c'est ces épreuves-là qui ont fait que j'aime le coaching, j'aime aider, j'aime transmettre. Je suis passionné par les neurosciences, la PNL, la psychologie, etc., etc. Je pense que j'aurais mené une vie plus classique entre guillemets. J'aurais fait mon salariat et voilà, de façon une voie un peu plus linéaire. Oui, ces moments difficiles, ça crée une énorme force en soi en fait. Ça crée une énorme énergie, je trouve, et exactement, c'est cette rage, je l'ai beaucoup sentie. Cette rage, et c'est là où je pense que j'ai eu de la chance que j'ai pu canaliser dans des domaines de vie ou dans des activités, dans des choses très positives. Donc le sport, voilà, j'étais addict entre guillemets au sport et pas à la coke ou je ne sais quoi. Et c'est vraiment cette énergie où on se rend compte que mais ok, j'ai survécu à ça, où j'ai vécu ça. Maintenant, voilà, me lancer dans l'entrepreneuriat, ça fait peur à plein de monde, mais au final, pour moi, c'est le dos dans le nez. Enfin, c'est rien en fait. Et ça donne en fait, ça nous rend conscients des capacités qu'on a au fond de nous. Ça nous rend conscients de l'énorme potentiel qu'il y a au fond de chaque être humain en fait. Parce qu'on est capable de bien plus qu'on ne le pense. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur les croyances limitantes, on se limite tout le temps, etc. Et c'est ça, je trouve que ces moments difficiles, ils nous montrent toute la force qu'on a en nous, et tout ce dont on est capable, et tout ce dont on peut faire en fait. Il y a une citation que j'aime beaucoup maintenant, mais c'est pas une citation que j'avais lorsque j'étais vraiment pas bien ou qui m'a aidé, mais maintenant je trouve qu'elle a énormément de sens, et donc c'est mon parcours qui, je trouve, lui a donné beaucoup de sens. Je crois que c'est de Henry Ford il dit quelque chose comme si tu crois que tu vas réussir ou si tu crois que tu vas échouer, dans les deux cas t'as raison. Parce que nos croyances façonnent notre réalité, notre monde en fait. Et je trouve que cette phrase elle est hyper puissante, parce qu'avant justement j'étais très cartésien, j'étais ingénieur, j'avais ce côté très scientifique, et j'avais un peu cette phrase justement, je ne crois que ce que je vois. Et maintenant, avec tout ce que j'ai appris, tout mon parcours, en fait c'est l'inverse. J'ai envie de dire, donc l'inverse, que je vois que ce que je crois. Et je trouve que c'est hyper puissant quand on se pose 2 minutes sur ces phrases et qu'on y réfléchit 2 secondes en fait. Parce que nos croyances façonnent toute notre vie. Après avoir écouté ce témoignage, Paige se sent bizarre. Bizarre parce que à la fois elle ressent de l'espoir, le positif de se dire que Thibaut a pu s'en sortir, Thibaut, un résilient qui est allé très loin dans son mal-être et qui va bien aujourd'hui, parce qu'il a travaillé sur lui et qu'il aide des milliers de personnes à elles aussi travailler sur elles-mêmes pour aller bien dans leur vie. Et puis d'un autre côté, Paige se sent mal car l'histoire de Thibaut la renvoie violemment à son propre mal-être. En fait, elle réalise qu'elle n'allait pas bien et qu'elle ne va toujours pas bien parce qu'elle n'a pas résolu le mystère de sa mère. Et tant qu'elle n'aura pas travaillé là-dessus, Paige ne pourra pas complètement s'en sortir.